Hey, bienvenue sur la chaîne des singes codeurs. Dans cet épisode, on intègre la dernière étape de l'onboarding et on prépare l'utilisateur à entrer sur l'application. Afin de l'accueillir comme il se doit, je vais t'apprendre à réaliser un effet de ouf en créant une explosion de confetti. On pourra ensuite clôturer définitivement l'onboarding dans cette étape et le repasser sur son profil utilisateur. En fin d'épisode, on étudiera avec plus de recul la notion des données primaires de l'utilisateur, on verra leur rôle et comment actualiser ces données dans notre contexte. Donc on va pouvoir attaquer la dernière étape de notre onboarding et puis pouvoir ainsi continuer sur notre application. Donc ici, il y a une première chose que je vois, c'est qu'on liste en fait dans ce composant-là la dernière étape. Je pense que c'est pas nécessaire, donc ce qu'on peut faire ici, c'est simplement au niveau du code, on va se mettre tout de suite dans notre composant onboarding. Ici, on va retrouver le composant de tabulation, onboarding tabs, et dans ce composant-là, ce qu'on peut faire, c'est lui indiquer que si on se trouve à ce niveau-là ici, dans le dernier élément du tableau, bah peut-être ne pas l'afficher, donc afficher tous les éléments qui sont différents du dernier élément du tableau. D'accord? Donc juste ici, à ce niveau-là, on va intégrer une petite condition. On va récupérer tab ID, on va le comparer à tabs.length. Et on va indiquer qu'ici on souhaite afficher tous ceux qui sont différents du dernier élément. Voilà, je trouve que c'est un petit peu plus sympa puisque la final step finalement c'est une étape dans laquelle il n'y a pas nécessairement quelque chose à faire. Donc on va pas non plus indiquer une quatrième étape. Ça fait en plus beaucoup d'étapes pour l'utilisateur. Moi je trouve que 3 étapes c'est plutôt intéressant. Alors c'est vrai que entre temps je m'étais dit peut-être que avatar c'est pas un nom super parlant pour un utilisateur. Donc ce qu'on peut faire ici par exemple c'est mettre photo. D'accord. Ici, on te souhaite la bienvenue. Ici, tu remplis ton profil. Ici, tu mets ta photo. Ici, c'est la dernière étape. Donc, on peut mettre dernière étape, même si c'est pas quelque chose qui va être affiché. Hein. On vient de le voir, on vient de le corriger. Et on va travailler désormais sur la dernière étape. Alors, la dernière étape, il y a beaucoup moins de logique que d'habitude. Par contre, il y a un petit supplément qu'on va venir ajouter, c'est des confettis. On va venir cracher des confettis comme ça sur l'écran de l'utilisateur, histoire de donner un petit côté festif. Étant donné qu'il va y avoir un chargement en règle générale à ce niveau-là, avec une photo qui peut être plus ou moins lourde, bah ici ça va charger et dès lors que le chargement va passer, boum, on va faire exploser des confettis et on va faire cette mise en page à ce niveau-là. Donc la simple logique qu'on va avoir, c'est de lancer des confettis, mettre cette mise en page, et puis ensuite cliquer sur ce bouton, et là, et c'est ce qui va nous permettre justement de quitter le onboarding et de ne plus avoir la possibilité surtout d'y retourner. Donc on va pouvoir retourner sur notre application et on va pouvoir du coup par défaut être redirigé sur le compte de l'utilisateur étant donné qu'il est connecté. Ok, bah c'est parti, on va s'y coller dès maintenant. Alors concernant la mise en page, on va mettre ça ici. Onboarding tab, on peut le fermer, hein, c'était simplement cette correction à apporter à ce niveau-là. Donc, au niveau des étapes, on va lancer un dossier avec la dernière étape qu'on va appeler Final Step. À l'intérieur, créer un document qu'on appellera Final Step.tsx. Ok, donc on y va. On va créer notre constante Final Step. Donc elle va récupérer, comme d'habitude, hein, cette étape des propriétés globales. Donc ici, on va juste récupérer isFinalStep, qui provient de base component props. On n'oublie pas d'importer notre type. Et on peut démarrer. Alors ici, on va avoir besoin, comme d'habitude, de réagir en fonction de l'utilisateur. Donc ici, on va faire auth user. Et on va se servir de notre hook useAuth. On va utiliser un chargement
éventuellement, puisque on va faire un traitement hein, dans la base de données à ce niveau-là, puisque on va devoir justement quitter le onboarding, donc donner l'information dans la base de données de l'utilisateur que l'onboarding a été traité. Donc il va y avoir une notion de chargement également, donc on se sert des outils qu'on a déjà mis en place. On invoque également le toggle qui nous permet de faire ça proprement, on l'a vu. Use toggle, donc ça c'est nos hooks hein, personnalisés. Alors on va devoir créer tout ce qui est référence d'animation, mais ça on va le voir un petit peu plus tard, avec une librairie qui s'appelle React Canvas Confetti. Donc on va aller s'en occuper tout à l'heure. Là pour l'instant on va juste faire de la mise en page. Alors comme d'habitude, on peut céder des précédentes steps pour avoir un affichage à peu près similaire de ce qu'on avait d'habitude. On va se mettre ici, on va rentrer à ce niveau-là. Ok, donc on a toujours besoin du footer. Donc le footer aura bien besoin d'une notion de loading. Il aura effectivement besoin d'une fonction qui va être jouée pour passer à l'étape suivante, puisqu'ici on sera dans une final step, donc le bouton sera plutôt terminé et pas continué, donc on aura quand même besoin d'une fonction pour envoyer les données dans Firebase, par exemple, pour traiter la fin du onboarding. Ici, on n'aura pas besoin de revenir en arrière. D'ailleurs, on ne va pas permettre à l'utilisateur de revenir en arrière dans cette final step, puisque la final step, par définition, ça signifie que l'utilisateur a fait tout ce qu'il avait à faire. On va simplement lui envoyer des confettis et un message d'accueil. La seule action qu'on va lui demander, c'est de terminer son onboarding. Donc ici, on ne va pas lui permettre de retourner en arrière. On ne va pas non plus étudier si on est en first step, étant donné que c'est la final step. Étant donné ici qu'on n'a pas nécessairement besoin de fonction next, pour passer à l'étape suivante, étant donné que c'est la dernière et qu'on n'a pas encore travaillé sur la fonction qui nous permet d'update le document de l'utilisateur, on va commenter cette ligne et on reviendra par la suite. Alors, comme d'habitude, on va importer le container. On n'aura pas la nécessité d'utiliser onboarding tabs dans cette vue-là. On peut importer notre composant typographie. On va simplement remédier un petit peu au texte qui est affiché, qui est proposé. Donc ici, c'est plutôt félicitations. Et ici, c'est plutôt ceci. Voilà. Donc, je vais refermer un petit peu des balises pour qu'on y voit plus clair. Je vais fermer ces deux-là. Donc ici, on a deux balises. On avait un contenu gauche, un contenu droit par rapport à cette grille. Donc il y a plusieurs choses à faire. Déjà au niveau de notre container, on va supprimer la notion de grid, puisqu'ici on ne veut plus un contenu qui soit réparti sur deux environnements, à gauche et à droite. Ici on veut un contenu centré. On va supprimer également le deuxième contenu donc, qui nous importe pas. Ici on va revoir la classe de ce contenu. Donc à ce niveau-là, on va donner une valeur de max width XL. Donc qui doit correspondre à peu près à 576 pixels. Donc étant donné qu'on a défini une largeur maximale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de prendre toute la place disponible de cette valeur-là. Donc notre composant fera 576 pixels. On va lui intégrer un MX Auto de manière à pouvoir le centrer dans notre contenu. On va faire un space Y de 5 pour espacer un petit peu les éléments de notre contenu, parce que on l'a vu, on aura alors c'est pas là, c'est ici. On aura un avatar à ce niveau-là, le logo de l'application plutôt, avec le titre en gras, la description et un bouton. Donc un petit espace pour que tous ces éléments-là soient bien espacés. Et un padding bottom de 4,5 à ce niveau-là. Donc maintenant, quand on rentre dans le contenu, finalement, on a cette balise qui n'a plus d'intérêt, puisqu'on vient plus ou moins de la corriger. Et le contenu nous propose donc un titre et une description. Donc il manque un bouton et un logo. Donc à ce niveau-là, on va placer une première balise pour intégrer notre logo. On va partir sur un flex Justify Center, histoire de centrer notre logo sur l'espace disponible. Et ici, on va intégrer notre composant de design system logo. On va simplement lui donner une size plus ou moins large. Ici, je crois que c'était large.
On va simplement invoquer notre logo. On va aller en dernière étape. Alors, j'ai pas encore mis mon... D'accord, j'ai pas encore mis mon composant, donc on peut commencer par là. Final step, on va tout de suite le mettre dans onboarding container, comme ça on sera tranquille. Voilà, on l'importe. On sera capable de travailler. Ok, on va corriger un petit peu tout ça. Donc on revient dans Final Step. Je vais refermer ici. Il me manque peut-être une donnée. J'ai certainement supprimé une balise en trop. On va recréer un petit contenu ici. Voilà. On va englober ça à l'intérieur. Et on va remettre notre contenu. Alors, ici on va plutôt partir sur une valeur relative en z-index de 10, c'est ce qu'on avait fait. On va remettre un flex avec un item center. À ce niveau-là, ce qui est important surtout, c'est de prendre toute la valeur de l'écran disponible et un padding y de 10. Voilà, ça va nous permettre de remettre notre contenu au centre. Ici, on voit bien, on aperçoit bien la bordure, on n'aperçoit plus le bouton parce qu'on n'a pas nécessairement la fonction. Nous, on va s'occuper de centrer ce texte puisqu'ici, on est sur du texte qui est centré à ce niveau-là. Donc pour ça, il suffit simplement qu'on rouvre le contenu et dans typographie, on va transmettre une information de class name puisque c'est possible. Et ici, on va tout simplement donner une classe de text center. Ça va nous permettre de centrer notre classe, notre texte, pardon. On fait exactement la même chose pour le composant de paragraphe. Ok, on arrive plus ou moins à ce qu'on projette dans la maquette, au niveau de la maquette. Donc on va continuer avec l'élément de footer. Donc comme je l'ai dit ici, on ne voit pas nécessairement apparaître le bouton à cause du fait qu'on ait masqué la fonction next. Étant donné qu'il n'a pas d'action, on ne l'affiche pas, ce qui paraît être logique d'ailleurs comme comportement. Ce qu'on peut faire, c'est tout de suite créer une constante, donc une fonction handle close par exemple, onboarding. Ça va nous permettre de traiter une fonction asynchrone, de partir sur une fonction qui lui permet de mettre à jour le document de l'utilisateur, notamment la partie onboarding. Donc ici, on va simplement ajouter ça ici. On va pas nécessairement faire quoi que ce soit à ce niveau-là, mais on va tout simplement l'indiquer ici. Donc la fonction next qui sera jouée, ici, elle s'occupera de fermer le onboarding. Voilà, le fait de faire ça fait que on arrive à apercevoir le bouton, à voir finalement le rendu de ce qu'on souhaitait avoir, et donc cette information terminée cette fois-ci là qui n'est plus continuée étant donné qu'on est en last step. Ok, pour la mise en page, on a réussi facilement à obtenir une mise en page via notre design system. C'est quand même assez simple de faire les choses. Du coup, ce que je te propose, c'est de travailler sur l'envoi de ces confettis, et puis on viendra travailler à la fin sur la logique de fermeture du onboarding, et puis on pourra comme ça passer à autre chose. Alors, on va avoir besoin d'utiliser une librairie qui s'appelle React Canvas Confetti. Donc c'est une librairie super intéressante à manipuler, tu verras, c'est assez simple d'utilisation, c'est bien fait. Ça laisse place à pas mal de choses, on peut créer des choses un peu créatives avec ça. Donc l'idée, tu vois, c'est d'envoyer des confettis. Alors on le fera pas comme ça de manière trop brouillon, on va envoyer juste un paquet de confettis, le premier qu'on a vu, histoire de juste venir survoler en fait la page. Donc on va essayer de lui donner une petite forme, etc. On va le positionner dans notre contenu pour qu'il soit bien réalisé. Puis on va faire comme ça tomber les petites confettis sur notre logo, sur notre texte à ce niveau-là, pour rendre un petit côté festif de notre onboarding. Donc ça va être plutôt cool. Pour l'installer, rien de plus simple. Ici, on va utiliser npm install React Canvas Confetti. Donc c'est possible que toi, lorsque tu regardes cette vidéo, les choses ont évolué, certaines classes n'existent plus, d'autres, il y a souvent des mises à jour. Donc à toi de venir regarder un petit peu la documentation pour voir comment ça fonctionne. On a pas mal de props, d'accord, donc ils te communiquent une documentation de l'API, ils te montrent un petit peu comment vont fonctionner les confettis, comment est-ce qu'on va pouvoir les faire partir, comment on va pouvoir les réinitialiser, leur donner des valeurs, etc., etc. Donc moi je vais m'occuper de traduire tout ça et de te montrer comment est-ce qu'on s'en sert.
faire. Et puis après, à toi de faire des petites recherches si tu as besoin, s'il y a des choses qui sont un petit peu différentes, ou si simplement tu as un besoin légèrement différent. À toi de venir regarder un petit peu ce qu'on peut faire à ce niveau-là. N'hésite pas à consulter le repo et à soutenir, pourquoi pas, quand tu le peux. Donc tu as des exemples de démos, etc. Donc n'hésite pas à venir regarder. Donc nous, on va l'installer directement dans le projet. Donc pour ça, je vais fermer le serveur. On va faire comme ça. On va lancer l'installation de React Confetti. Enfin, Canvas Confetti. Parfait. On va se mettre à ce niveau-là, ici. On va mettre un petit commentaire pour indiquer qu'ici, on va paramétrer donc les confettis. L'animation même, carrément. Ok. Ici, on va créer une première constance. Donc ça sera en fait l'instance de référence de notre animation. Donc on va l'appeler ref animation. Ici, instance. Donc on va utiliser useRef hop, pour créer une référence. On va l'importer de React. Hein. Ce sera de type void. Ou nul. Et donc on va paramétrer la référence sur nul dès le départ. Ensuite, on va créer une instance. Donc tout ça, c'est des choses qui vont lui permettre de lancer ces confettis. Donc on va créer une instance ici. On va utiliser un callback. Donc là, il faut juste regarder un petit peu l'utilisation dans la documentation. Tu verras, c'est très clair. Ok. Notre callback, il n'aura pas de tableau de dépendance. On va se mettre comme ça. Pareil. Donc ici, il faut l'importer de React. Ensuite, donc, on va utiliser notre référence d'animation. On peut très bien copier-coller ici d'ailleurs. On va associer ça à l'instance. Alors, instance. Ok. À présent, on va créer les particules. Donc ici, on va utiliser makeShot. Donc ici, ça fera référence à useCallback. Donc le ratio sera de type number à ce niveau-là. Celui-là, on peut mettre de type any. Ok, donc on va mettre une petite condition en disant que si refAnimation instance, puisqu'il vaut nul à l'initial, point current est différent de nul. Alors je vais juste mettre mon tableau de dépendance parce que sinon il va pas me laisser tranquille. Donc à ce niveau-là, donc s'il est différent de nul, dans ce cas-là, on va prendre la référence de l'instance. On va faire référence à current. Ici, on va récupérer les valeurs. On va donner une origine. Donc là, on est juste en train de créer les particules. Y, on va mettre 0,7. Tu veux partir d'un exemple préfabriqué depuis la documentation. Alors c'est plutôt 0,7. Pareil, particule count. Donc c'est le nombre de particules. Tout ça, ça va être des... Attends, je l'ai pas écrit correctement. Particle count. Là, on va faire appel à une fonction matfloor. On va multiplier par 200. Par rapport au ratio qui a été demandé.
Voilà. Donc là, c'est une simple fonction qu'on retrouve dans la documentation ici. Il n'y a vraiment rien de complexe à comprendre. C'est une initialisation finalement des confettis. On crée une instance, on utilise des callbacks pour paramétrer finalement les particules qui vont démarrer. Alors on peut initialiser aussi une commande qu'on peut appeler fire. J'aime bien l'idée aussi de l'appeler fire. Donc c'est pour lancer, ça va être pour lancer donc des confettis. Donc ici on va utiliser le callback function. Donc pareil ici, on a besoin d'un tableau de dépendance. Donc la fonction fire, elle va exécuter une fonction, donc la fonction qu'on a créée au préalable qui s'appelle makeshoot. Donc makeshoot, ici, on va lui donner un argument, un premier argument. Donc le premier argument, ça sera le ratio de particules. Par exemple ici, je mets 0,25. Et puis ensuite, il attend un objet avec plusieurs informations, comme par exemple la propagation, donc on peut mettre la valeur spread. Donc je rappelle que c'est pas des choses que j'invente ici, c'est vraiment des choses qui sont dans la documentation, ou dans les exemples qui sont montrés. La propagation, par exemple la vélocité, on peut donner une vélocité, donc c'est vraiment hyper customisable, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les particules vont tomber, etc. quoi. Ici, par exemple, on peut mettre 55, puis tu peux jouer ensuite avec les paramètres pour faire quelque chose qui soit intéressant, quelque chose d'un peu créatif. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi ce qu'ils appellent le pourrissement, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les confettis vont disparaître. Tu peux travailler sur une échelle pour rectifier l'échelle de tes confettis, etc., etc. Nous, on va vraiment faire quelque chose de ultra basique pour commencer, et puis ensuite, on viendra paramétrer un petit peu... on viendra exécuter plusieurs makeshoots en fait pour avoir plusieurs particules. Tu verras, on va faire quelque chose d'un peu plus construit, mais là c'est juste pour faire fonctionner le système et puis voir déjà comment ça fonctionne, comment ça s'utilise. Alors une fois que tu as paramétré finalement ta fonction fire qui fait référence à makeshoot en fait, qui construit du coup si tu veux un premier module de particules, d'accord. Le makeshoot, en fait, on utilise cette fonction-là qui va construire un premier module de particules. La fonction fire, elle, va jouer le makeshoot. Typiquement, par exemple, ce que je t'explique mal, c'est qu'on pourrait en fait avoir plusieurs makeshoots comme ça, et la fonction fire s'occuperait de tous les lancer en même temps, d'accord. Ça lui ferait plusieurs éléments. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire par la suite. Donc nous ici on a une fonction fire qui peut être rejouée. À partir du moment où on va déclencher fire, on va pouvoir déclencher du coup ce qu'on a construit à ce niveau-là. Donc pour continuer, on va importer le composant qui provient de React Canvas Confetti, donc qui porte le même nom en plus. Donc ce composant peut avoir plusieurs propriétés. Donc déjà, le plus important, c'est la référence de Confetti, d'accord, pour savoir à quoi on fait référence. Ici, c'est getInstance, qui est là. D'accord, c'est notre instance à ce niveau-là. Et puis ensuite, on peut lui transmettre un style. Alors, le style, ça va te permettre plutôt, dans les grandes lignes, de positionner en fait tes confettis dans la page. Donc par exemple ici, on peut lui donner, je sais pas, une position par exemple fixe. Comme ça, on aura plus de souplesse pour le positionner. Position fixe, ça lui permet de le manipuler. On peut lui donner un weave de 100%. Une valeur haute aussi de 100%, comme ça on prend toute la place de la page, toute la place disponible de l'écran. Il y a la virgule. Ensuite, étant donné qu'on est sur une position fixe, on peut lui donner une position top, une position left. Donc au top, on peut partir par exemple sur moins 80 pixels. Et puis en left, on peut partir à 0. On va voir ce que ça donne. Déjà comme ça. D'accord, donc voilà, on n'a pas de grand chose à faire au niveau du composant. Simplement, on lui indique une référence et on a la possibilité de lui passer un style pour styliser un petit peu sa position, son emplacement, sa taille, etc.
Ok, donc comme je l'expliquais, on a créé une fonction fire qui nous permet de mettre feu du coup et d'envoyer les confettis. Donc on va l'utiliser pourquoi pas à ce niveau-là, puisque ici finalement c'est la fonction qui nous permet de faire un handle close onboarding. C'est elle qui est pilotée par le seul bouton de notre application, donc on va plutôt utiliser celle-ci pour démarrer. Donc je retourne dans mon projet, il va falloir que je revienne sur la dernière étape. Voilà, j'arrive au niveau des félicitations. Ici, le déclenchement du bouton va déclencher mes confettis. On voit que j'ai bien déclenché des confettis. Alors l'effet l'effet était complètement nul parce que c'était un petit peu du fait du hasard. Mais ici, on voit bien qu'on arrive à déclencher des confettis, d'accord? Donc ça, c'est intéressant. On a la possibilité, pourquoi pas, de placer un index pour que les confettis passent sur le devant de la scène. Par exemple, on va essayer de travailler sur un index ici. On va donner un index supérieur à ce niveau-là pour essayer de passer devant le logo, devant l'image. Essaye, voilà. Là, on voit que il passe bien devant. C'est un petit peu plus sympa plutôt que de passer derrière. D'accord? Et donc, voilà l'effet qu'on a transmis. C'est-à-dire que lorsque tu vas cliquer sur terminer, donc ta confetti part à peu près d'ici. D'accord, on le voit à peu près à partir de, tu vois, à partir de pouvoir ici. Elle va partir à partir de là, et puis ensuite elle va monter, et puis après on a voilà, toute une vélocité, une notion de disparition, un certain nombre de confettis, etc., etc. Donc là tu pourrais travailler vraiment sur tout ça. Par exemple, je sais pas si tu mets 555 ici, tu vas avoir une grosse vélocité. Donc là on le voit, tu vois, ils sont carrément partis hors de l'écran. On peut par exemple mettre 100. D'accord? Donc la vélocité, c'est vraiment la vitesse à laquelle ça va partir. Donc nous, on était sur 55, tu vois, t'imagines si tu fais 5 par exemple. Là, tu vas avoir quasiment pas de vélocité, tu vois. Ça va tout de suite tomber, d'accord? T'as aucune vélocité. Donc voilà comment tu vas travailler sur ton système. Ici, il n'y a plus de notion de code. Ici, il faut être créatif et faire quelque chose d'assez cool. Allez, bah c'est parti. On va repartir ici. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est des trucs un petit peu au hasard. Je trouve que c'est le mieux au niveau de la créativité. Donc j'en mets plusieurs et je gère un petit peu des paramètres un petit peu de manière aléatoire. Donc par exemple ici, on va partir sur du 0,2. J'aime bien changer. Là, on va mettre 0,35. On peut se mettre un spread de 100. On a vu que ça partait relativement haut à 100. Donc ça, c'est la notion de disparition. On va mettre un peu plus intense. J'oublie que c'est des points à chaque fois. On peut mettre une échelle de 0,8 par exemple. Donc on va sauvegarder, on va voir déjà un petit peu ce que ça représente. Voilà, là c'est un petit peu mieux, tu vois, ça crée quand même un peu plus de dynamique, tu vois, on a vraiment quelque chose qui... Ça commence à devenir un petit peu festif, quoi, d'accord? Donc là, si t'en envoies plusieurs, évidemment, c'est un peu dégueu, mais quand tu commences à envoyer le premier feu, voilà, là c'est assez sympa, ça vient se disperser un peu de manière aléatoire. Moi j'aime bien quand c'est aléatoire, donc c'est pour ça que j'en fais pas mal. On peut continuer. On va en mettre un à 0,1 par exemple. Ici on peut accentuer encore. On va prendre un peu de vélocité. Mais on va en mettre moins. Ici, on peut se mettre à 0,92. L'échelle, on peut tricher un peu. On va mettre 1,2. Bon, voilà, faut manipuler un petit peu. Hein. Ici, on va rester à 0,1. On peut faire un spread de 120. On va juste faire une vélocité de 45. Voilà. On peut mettre la dépendance ici. Et sauvegarder. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, il ne nous reste plus qu'à faire feu. Bah, c'est pas ouf, il y en a une qui part un peu dans tous les sens. On va mettre un peu plus. On a mis, je pense, un peu trop de vélocité ici. On réessaye. Voilà. Bon, là, ça me plaît un peu mieux. Ça met du temps à tomber et c'est ce que j'aime bien.
Par contre, il y a pas mal de vélocité et ça monte assez haut, tu vois, à certains endroits. Donc tu vois, il y en a vraiment qui montent pas haut et on voit un pic à ce niveau-là là, que j'apprécie pas mal. Tu vois, on voit vraiment le pic, tu vois, sur le haut. Donc ça fait une forme comme ça où ça vient prendre vraiment l'ensemble de l'écran. Donc ça dépend aussi de ton contenu, mais nous, je trouve que ça rend plutôt pas mal. On a un bon effet à ce niveau-là. Alors ici, l'idée évidemment, c'est pas de le déclencher via le bouton. D'accord, tu l'as compris. Nous, notre objectif, c'est lorsqu'on arrive sur la page de félicitations, alors on déclenche le Fire. Donc ici, c'était surtout pour te montrer un petit peu son utilisation. Je vais juste fermer ici cet élément qui est un petit peu long. Et puis je vais jouer un Use Effect, donc à ce niveau-là, tout de suite. C'est parti, on va jouer un Use Effect. D'ailleurs, on va l'importer également. Use Effect qui provient de React. On va mettre un petit timeout, donc on va utiliser la fonction timeout pour pas que ça se déclenche tout de suite, tu vois, à la seconde près quand on arrive sur le composant dès lors qu'il est monté. On va juste lui donner un micro délai de quelques millisecondes. Juste pour que justement l'œil humain ait le temps de s'adapter au fait qu'on ait changé de page et qu'il y ait les confettis qui se lancent. Sinon ça risque d'être vraiment brutal. Donc je vais simplement mettre un timeout de 50 millisecondes, c'est-à-dire pas grand-chose, mais c'est juste des fois pour corriger un petit peu ce que tu vas ressentir à l'œil. Et puis on exécute la fonction Fire, d'accord? Depuis le Use Effect, on ne met pas nécessairement de dépendance dans le Use Effect puisqu'il va se déclencher qu'une seule fois, d'accord? On n'est pas censé proposer à l'utilisateur de déclencher des confettis, c'est pas du tout le but de la manipulation. Ici, le but, c'est lorsqu'on arrive sur ce composant, dès lors qu'il est monté, on attend 50 millisecondes et boum, on déclenche le Fire, on déclenche les confettis. Donc ici, on peut supprimer, on peut arrêter de faire ça ici puisque c'est plutôt la fonction qui va nous permettre de clôturer le onboarding et de modifier le document de l'utilisateur. Ok, donc voilà, on a réglé un petit peu les confettis à la main pour voir un petit peu ce qu'on faisait. Maintenant qu'on est prêt avec quelque chose qui est sympa, on le lance dans un Use Effect. Alors pour le tester, il suffit simplement qu'on revienne en arrière. Comme on n'a plus la possibilité d'utiliser le bouton de retour, on va simplement faire ça pour l'instant. Donc on va démarrer, on va continuer, on va arriver ici, et les confettis vont se lancer, et ça me plaît plutôt pas mal. D'accord? Donc ça crée un univers assez festif, assez sympa, c'est toujours cool, avec un gros message de félicitations. Ça permet aussi à l'utilisateur, ça nous permet à nous de transmettre un message à l'utilisateur, et pourquoi pas de donner encore des informations sur notre application. Ok? À partir de là, ce qu'on peut faire, c'est terminer l'étape du onboarding. Donc ici, on va solliciter l'utilisateur. Lorsqu'il va cliquer sur terminer, eh ben on va justement travailler sur cette notion qu'on avait mis en place, je ne sais pas si tu t'en souviens, au démarrage. Je vais rentrer dans les composants, peut-être qu'il faudrait que je te rappelle un petit peu tout ça. Donc on a un composant de session à ce niveau-là. On avait créé des outils qui nous permettaient de savoir si on devait rediriger sur le onboarding ou non. Et ça, c'était notamment étudié sur le fait de savoir si l'onboarding avait été complété ou non. Donc ici, onboarding is completed, c'était une information qu'on récupérait de notre document d'utilisateur et on allait chercher la valeur onboarding is completed. Donc nous, notre utilisateur, il a bien un document sans cette valeur de onboarding is completed. Donc ici, si je prends par exemple cette valeur, à ce niveau-là, ça on l'a déjà fait dans les précédentes vidéos, je le remontre. Donc ici, c'était un type booléen, on va mettre la valeur false, d'accord? Donc si l'onboarding n'a pas été complété, l'utilisateur est sur son onboarding. Si l'onboarding a été complété, donc passe à true, alors l'utilisateur ne peut plus accéder à onboarding et se retrouve dans son espace. Et là, d'un coup, peut se remettre à naviguer sur le projet. D'accord? Si par exemple, je cherche à aller dans onboarding à partir de maintenant, je vais être sans arrêt redirigé vers mon espace. Je n'ai plus la possibilité de rentrer dans l'onboarding. Et l'inverse est vrai aussi, d'accord? C'est vraiment sur ça qu'on avait travaillé à la base. Ici, si je suis dans le onboarding, je ne peux plus quitter ce onboarding. Je ne peux plus visiter le site internet, je suis bloqué. J'ai par contre les informations qui sont bien définies, mais je suis bloqué dans ce parcours. J'ai l'obligation de terminer ce parcours. C'est l'objectif du onboarding. Du coup, tu te rends bien compte qu'ici, il suffit simplement de modifier cette donnée-là. Donc pour le coup, à ce stade, normalement, l'utilisateur de l'APA, donc on n'est pas sur un update, mais on va quand même ajouter cette donnée-là. Mais le fait de transmettre onboarding is completed à true va faire que l'utilisateur va pouvoir quitter le onboarding définitivement.
Donc on va simplement lancer la fonction qui nous permet de mettre à jour notre utilisateur. Donc ici, on va générer un toggle pour démarrer. Donc ça va passer notre chargement à true. On va écouter une valeur error de notre fonction Firebase pour savoir si tout s'est bien passé. On va utiliser await puisqu'on est toujours dans une fonction asynchrone. Ici, on va faire référence à notre bonne vieille fonction Firestore update document. En argument, on va lui transmettre la collection user, puis l'ID de l'utilisateur. D'accord, c'est les deux qui sont demandés pour démarrer. hostUser.uid, d'accord, puisqu'on utilise hostUser ici dans le projet. Et le troisième argument, c'est la valeur qui devra être mise à jour. Ici, on peut simplement, pourquoi pas, déclencher un objet et transmettre l'information onboarding, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, il faut que je l'écrive correctement. Is completed. Onboarding is completed. Bon, il faut évidemment que ça corresponde à ce qu'on a rentré à ce niveau-là, dans user document, etc. Donc ici, on peut se rendre dans le type. Au niveau de user, on a user document. Ici, on devrait retrouver la valeur onboarding is completed qui avait été définie. On peut la copier à ce niveau-là pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Ici, on lui donne une valeur de true. Et nous, ce qu'on va mettre à jour, ça va être cette donnée-là, d'accord, cet objet-là. On aurait pu le créer autrement, hein. On aurait pu mettre constante data, ici, pardon, égale ça. Et là, on aurait pu mettre data. D'accord, c'est vraiment... Il y a plusieurs façons de faire les choses. À toi de voir ce qui te paraît le plus clair. À partir du moment où on a déclenché cette update, tu le sais, on va soit recevoir une erreur, soit pas du tout. Donc si on a une erreur, on va traiter l'erreur. D'accord? If erreur, déjà on commence par déclencher un toggle, ça va mettre fin au chargement. Voilà, je trouve que c'est efficace le toggle. On lance le toast error. Donc là, il va falloir quand même l'importer pour le coup. Hop, il n'a pas aimé. De Reactosify, ok. Et on transmet l'error.message qui est retourné de l'API. Et puis bien sûr, on retourne. Comme ça, on n'exécute pas le code qui reste à exécuter dans le projet. On échappe à la fonction. Si tout va bien, dans ce cas-là, on peut faire un toggle. Et de ce fait, ici, on va pouvoir retourner dans l'application. D'accord? On arrête le chargement. Et étant donné que c'est une valeur ici qui va être gérée par la session, hein, on l'a vu tout à l'heure, j'ai pas de manipulation à faire, j'ai pas de redirection à faire ici, j'ai pas besoin de renvoyer l'utilisateur sur une page précisément, puisqu'ici c'est géré depuis notre composant de session. D'accord, notre composant de session, lui, il va nous éjecter instantanément. On l'a vu, hein, tout à l'heure quand je manipulais Firebase, je transmettais l'information, quand je revenais ici, j'étais déjà éjecté. Hein. D'accord, il n'y a pas besoin de transmettre d'informations supplémentaires à ce niveau-là. On met juste à jour les informations dans le document de l'utilisateur. Étant donné qu'on écoute en temps réel et qu'on a fait ce travail à l'initial de l'application, bah, tout ça est possible. Ok, c'est parti. On va sauvegarder et puis on va lancer. Donc ici, je vais retourner dans la première partie du onboarding pour voir un petit peu comment ça se déroule. Ici, on part du principe qu'on met un avatar. On va choisir un fichier. Est-ce que j'ai pas un truc un peu lourd là? Tiens, ça c'est lourd. On va mettre ça. Continuer. Tu vois, voilà, on voit un meilleur temps de chargement à ce niveau-là sur l'image. Et boum. Tu vois, c'est vraiment clair, c'est propre. Ici, on peut plus retourner en arrière. On va venir ici. On a eu un petit temps de chargement. C'était pas très évident, mais ça a bien fonctionné. D'accord? Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir pourquoi est-ce que l'avatar ne s'affiche pas. Je vais t'en parler justement, on va essayer de faire un point là-dessus pour que tu comprennes un autre aspect de Firebase. Si j'actualise à ce niveau-là, on va bien voir l'avatar qui a été uploadé. Alors, pourquoi il ne s'est pas affiché? Parce qu'ici, on ne fait pas référence à l'avatar qu'il y a dans le document de l'utilisateur, mais plutôt à celui qu'il y a dans les informations primaires de l'utilisateur. Et il y a une partie très importante à noter, c'est que les informations primaires de l'utilisateur ne sont pas rechargées en temps réel
comme notre document à ce niveau-là. Donc si on avait utilisé au niveau de ce composant-là plutôt l'information qui provient du document, on aurait eu quelque chose qui aurait apparu dès le départ. Or là, on utilise les informations primaires de l'utilisateur. Et les informations primaires de l'utilisateur, si tu les modifies, il faut exécuter une fonction qui va te permettre de renouveler cet état-là. Donc il va falloir exécuter une fonction pour renouveler ça. Sans ça, ici, il faisait référence à l'ancienne photo avant que je charge. D'accord ? Ok ? C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais finalement, ça l'est pas du tout. Je vais me rendre dans ici dans le profil de l'utilisateur, donc dans son espace. On va fermer un petit peu des éléments. User profile, ici user container. On va faire référence à cet objet-là. On va l'appeler. On va l'écouter. On va ouvrir la console. Ok, donc tu vois, comme je te l'ai déjà expliqué des dizaines de fois, ici ce sont les valeurs primaires de l'utilisateur. C'est d'ailleurs, on utilise une fonction dans notre application, fonction backend, hein, on l'a vu dans les précédentes vidéos, qui nous permet justement d'aller modifier ces informations. Et ici, on a les informations du document. Il y a un doublon entre le photo URL et le photo URL ici. Ça, encore une fois, je t'ai expliqué plusieurs fois que l'état d'esprit ici, c'est que ça, ce sont des informations que tu peux appeler directement en récupérant l'information du profil de l'utilisateur. Donc, c'est des choses dont tu peux avoir accès que si l'utilisateur est connecté. Alors qu'ici, on parle de documents, on parle de données qui sont stockées dans la base et qui nous permettent, par exemple, d'aller les chercher, de les retrouver, de les lister, de les afficher, de faire ce qu'on veut avec ces données-là, même si l'utilisateur n'est pas connecté. Donc c'est vraiment deux environnements complètement différents. Ici, on n'a pas un besoin fort, si tu veux, d'afficher cette donnée en fonction d'ici. On n'a pas besoin de modifier. Mais je le fais pour que tu comprennes qu'il y a deux environnements qui sont bien distincts et qu'on peut travailler avec. Et donc ici, effectivement, le problème, c'est qu'on va chercher cet élément-là. Or, cet élément-là n'est pas mis à jour de manière instantanée. Donc on va remplacer ça pour justement aller chercher plutôt dans notre document qui, lui, est un instantané. Mais ça te montre que ici il y a une latence entre les deux événements et que du coup il te faut utiliser une fonction Firebase qui s'appelle reload. Ok ? Donc c'est une fonction que tu as la possibilité d'utiliser lorsque tu as l'authentification de l'utilisateur. Tu peux choisir, tu peux sélectionner donc l'utilisateur courant, current user, et appliquer la méthode reload. C'est une méthode qui existe dans Firebase et qui te permet justement d'activer cette partie-là des données qui est propre en fait au token d'utilisateur et qui n'apparaissent en fait, qui sont transmises dans ton application qu'à partir du moment où la personne s'est connectée. D'accord ? Donc du coup, ça te permet de faire ça. D'ailleurs, si tu actualises ta page, tu vas effectivement, et c'est pour ça que quand j'ai actualisé la page, la photo est apparue, tu vas reload ces informations-là. Mais elle ne se passe que s'il y a une action au niveau du token. Or, le document, nous, on a un écouteur, on a mis en place un écouteur particulièrement intéressant dans notre application, pour justement avoir cet effet-là ici d'instantané. D'accord ? Donc c'est pas quelque chose qu'on a ici, donc il faut utiliser cette fonction-là. Donc si tu le veux bien, on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau du code. Donc on va se rendre dans Use Firebase Auth, on va chercher nos hooks, c'était ouvert, Use Firebase Auth, à ce niveau-là. On peut se mettre ici, hein. On va créer ici un élément qui va nous permettre de reload en fait auth user data. Donc ça sera un outil, ça sera une fonction. On va l'appeler reload auth user data, ça c'est clair. Donc ça va recharger justement les informations primaires de l'utilisateur. Donc ici on va écouter si auth.currentUser existe, puisqu'on va justement se servir de lui pour recharger et utiliser la méthode reload.
Donc s'il existe, évidemment, bah, on va lui appliquer la méthode reload hein, qui provient de Firebase. Donc ici, reload. Et on le joue. En cas de succès, on va prendre auth state changed et on va lui passer le nouveau auth current user. D'accord? En fait, on reforce, si tu préfères, hein, on reforce la capture des informations en fait qu'on exerçait déjà lorsqu'on démarrait l'application, tout simplement, d'accord? Ça c'est juste un outil qu'on va pouvoir transmettre. Hein. Ici tu vois en fin de course ici, on transmet auth user, on transmettait auth user is loading. Et ce qu'on est en train de charger, ce qu'on est en train de découvrir si un utilisateur existe, ben, on va aussi pouvoir transmettre cet outil-là à ce niveau-là. Alors, pardon, c'est pas ça, c'était plutôt ça. On va pouvoir transmettre cet outil aussi pour pouvoir l'utiliser un petit peu partout dans notre application. Alors, on va retourner dans notre contexte maintenant. Ici, on avait notre contexte à l'initial, d'accord? Au moment où on crée notre contexte, on avait donc cette valeur de auth user et de auth user is loading. Ici, on aura reload auth user data. Ici, c'est une simple fonction qui ne retourne rien, on va mettre ça comme ça. Ensuite, dans le provider, à ce niveau-là, on a bien auth user et auth user is loading. Ici, on a bien une valeur manquante, donc qui est celle qu'on vient de rajouter. Donc on va rajouter reload user data, qui provient de auth.reload auth user data à ce niveau-là. On va sauvegarder. Voilà, on a mis en place donc notre outil, hein. Ici c'est simplement voilà, des informations suite à l'initialisation, d'accord, dans le contexte, etc. Mais nous ce qui nous concerne, je l'ai raté, ouais, pardon, nous ce qui nous concerne c'est ça, c'est cet outil, d'accord. Donc ça, c'est une fonction, quand il est appliqué à auth current user, c'est-à-dire l'utilisateur actuellement connecté, tu peux lui appliquer une méthode reload, d'accord. Donc maintenant que cet outil est disponible dans toute notre application, on va pouvoir s'en servir. On va revenir dans Final Step. Et puis ensuite, à la fin, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'on a ce besoin, puisqu'ici, il est témoigné par un avatar qu'on aurait pu remplacer, l'utilisation dans le document, etc. C'est pas très pertinent. Je vais te montrer la vraie pertinence de tout ça dans un instant. Laisse-moi juste le temps de te montrer comment ça fonctionne. Donc on retourne dans Final Step. Dans Final Step, on a la possibilité donc d'utiliser ici le hook useAuth. On récupère les informations de l'utilisateur hein, liées à l'utilisateur, donc auth user. On a cette fois-ci la possibilité, pourquoi pas, d'aller chercher reload auth user data. Alors reload auth user data, c'est une simple fonction qui va être jouée. Ici, on n'a aucun paramétrage à donner. On va simplement jouer la fonction à un moment opportun. Donc ici, on est sur tout ce qui concerne les confettis. À ce niveau-là, on est plutôt dans... On clôture le onboarding. Ici, à partir d'ici, on décide de faire un toggle. Ce qu'on va faire, c'est qu'à ce niveau-là, ici, on va reload les informations de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'à partir de là, ce qu'on fait, c'est qu'on termine de mettre à jour les documents de l'utilisateur. Lorsque l'utilisateur était dans l'étape précédente, il a changé par exemple son avatar. Donc son avatar a été uploadé directement sur le storage. On a l'information en temps réel au niveau de son document, mais on n'a pas l'information qui a été modifiée au niveau de ses informations primaires. Donc nous simplement, en clôturant le onboarding, parce qu'on n'a pas la nécessité de reload juste avant, on va avoir la possibilité ici de le faire sur cette action-là. Alors pourquoi je le fais en dernière action, je vais t'expliquer. Lorsque tu vas appliquer reload auth user data, il va y avoir un micro-chargement de ton application. Bien sûr, puisque du coup, en effectuant reload auth user data, Firebase va réfléchir 5 minutes pour aller chercher les informations de connexion de l'utilisateur. Et comme tu vas aller chercher des informations de connexion, il va y avoir un moment où tu vas repasser, si tu veux, en est-ce que l'utilisateur est connecté ou pas. Donc il va y avoir un micro-chargement. Donc si tu l'appliques n'importe où dans ton code, tu vas avoir un micro-chargement qui va s'exécuter. Donc là, je préfère l'exécuter à ce moment-là parce qu'à ce moment-là, on a déjà un micro-chargement qui permet de retourner dans le onboarding. Alors du coup, on va tester le processus. Je vais te montrer un petit peu comment ça s'utilise. Donc là, on l'a mis en place à ce niveau-là. Mais on va retourner sur les étapes, par exemple, de Profile Step. Ça va nous permettre de pouvoir le tester. On va se mettre plutôt dans Avatar Step. Ce sera plus simple. Ouais, ici, on va console loguer auth user.
Comme ça, on pourra loguer les informations de Profile Step. On va rentrer dans Profile Step à ce niveau-là. Donc là, ici, on fait un handle update user document. Donc ici, on avait la possibilité, tu vois, d'aller modifier son document d'utilisateur. Dans la fonction onSubmit, on avait cette notion ici de je modifie du coup via la fonction backend de Firebase, etc. On va modifier les informations primaires de l'utilisateur. Donc c'est ici, en fait, à la suite de ça, qu'il faudrait exécuter, si tu veux, un reload auth user data. Donc reload auth user data, on a dit, il provient de notre hook. Donc on va simplement le mettre ici pour le tester. D'accord ? Du coup, à la suite de cette modification, en cas de succès, on va reload les informations. Donc déjà, tu vas voir que ça crée un micro-chargement. Et puis juste derrière, on va passer à l'étape suivante, puisque le script va s'exécuter, d'accord ? On va mettre à jour le document et on va passer à l'étape suivante. Le script d'après, ici, pour avatar, je vais juste me mettre comme ça, lui, il va loguer auth user et on va vérifier que la donnée a bien été modifiée. Donc on va utiliser par exemple celle qu'on utilisait dans Profile Step, c'est-à-dire le display name, puisque c'est lui qui était une valeur primaire. Et qu'on modifiait en double, à la fois dans les informations primaires, ici, via cette méthode, et à la fois via son document. Donc c'est parti, pour ça il va falloir que je relance un petit peu le système, il va falloir quitter le onboarding, donc je vais me mettre à false, c'est assez simple pour nous de faire ça. On va se mettre ici, on va clear la console, on va se rendre dans la partie ici de modification du nom d'utilisateur, donc là on va mettre test update, et on va continuer. Donc ici, je réfléchis. On a vu un micro-chargement de l'application. On a vu qu'on était passé donc dans la prochaine étape. Ici, j'ai bien... Quoique non, du coup, ça l'a pas logué à temps, je pense. Je pense qu'il ne s'est pas logué à temps. Donc si je viens à ce niveau-là, enfin, je vois qu'on est retourné dans la partie onboarding. Donc on se rend bien compte ici qu'on est reparti dans la partie onboarding. Alors pourquoi ? C'est parce qu'en fait on a eu un micro-chargement de l'application. Étant donné qu'on a mis à jour les informations de l'utilisateur, on a récupéré ces bonnes données. En gros, il aurait fallu le loguer sur cette page plutôt, je pense. C'était peut-être moins évident, mais on va pas le faire ici. On va plutôt le faire sur la first step en fait. On va prendre welcome step ici. On va prendre tout ça. Ça paraît plus évident de faire comme ça finalement, vu le comportement. On va l'invoquer ici. Là, on voit les informations primaires de l'utilisateur et on voit bien que elles ont été chargées alors qu'on n'a pas chargé l'application nous-mêmes en manuel, je veux dire. On va refaire la procédure, ça sera plus simple. On va mettre test update 2. Donc je vais continuer, je vais avoir mon temps de chargement. Là, je suis passé à l'étape d'après. Et ensuite, j'ai eu un chargement de mon application. On est revenu à la première step. Et ma step est loguée. J'ai bien le test update 2. Donc on a bien mis à jour les informations primaires de l'utilisateur. Mais il faut que tu comprennes que cette méthode va recharger ton application. Et comme on est dans un contexte d'application d'une seule route onboarding, si tu recharges l'application à ce niveau-là, tu reviens à l'initial du onboarding. C'est donc pour cette raison que je décide de ne pas mettre à jour les informations déjà à chaque fois qu'elles le sont, donc ici puis ensuite pour l'avatar, mais plutôt à la fin du parcours lorsqu'on a quitté le onboarding. D'accord ? Donc je vais simplement supprimer ce code qui était juste là pour t'indiquer un petit peu la démarche. On voit que la fonction fonctionne très bien, mais on voit qu'on a une utilisation un peu particulière et qu'il faut quand même faire attention. Puis dans 2 secondes, je t'explique un petit peu comment est-ce que toi tu vas pouvoir l'utiliser dans ton projet. Donc à ce niveau-là, je vais retourner ici, plutôt un peu plus bas. Ici, je vais arrêter de reload les informations. Je décide de le faire plutôt en fin d'étape de onboarding. Ça me permet de ne pas avoir à recharger l'application et à retourner au début du onboarding. Donc on est là. Au niveau du avatar, on avait quitté, on avait clean ça, donc tout va bien. Et puis ensuite, en final step, donc on l'utilise vraiment en fin d'étape lorsque la valeur de onboarding completed true est passée, puisque du coup, par défaut, on va sortir du onboarding. Donc lorsque l'application va se charger, on va finir, on sera plus dans le onboarding, mais dans le profil de l'utilisateur. Et ça sera beaucoup plus propre et beaucoup plus clair à ce niveau-là.
Ok, ça me semble plutôt pas parfait. On va recommencer, donc je vais simplement recharger le onboarding. On va passer ici, on va corriger ça. On va mettre un truc plus cohérent. On peut continuer. Donc ici, on n'a plus de rechargement de l'application, on a notre système qui fonctionne. Ici, je vais volontairement changer d'avatar. Comme ça, on verra si ça fonctionne du coup en ligne. On va mettre tiens, le drapeau de la Belgique. Même si on ne le voit pas. Je vais continuer. Donc on a un chargement, effectivement, qui fonctionne très bien. On a les confettis qui sont lancés sur l'étape de félicitations. Pour l'instant, tout va bien. Je vais terminer. On a un rechargement de l'application et on a l'avatar qui s'est bien téléchargé. Et là, on est vraiment pas mal. On a vraiment une step d'onboarding qui est parfaite, qui est complète. On a réussi à comprendre comment est-ce qu'on pouvait modifier ces informations primaires de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, tu vois, on voit bien que l'application a réagi, etc. C'est juste qu'on l'a fait au bon moment parce qu'il fallait qu'on ait une transition, mais parce qu'on était dans un contexte très particulier de onboarding. Alors, à quoi ça va te servir ce genre de choses? Bah, ici, par exemple, tu as la notion de email verified. La notion de savoir si un email est vérifié ou non. Donc par exemple, tu pourrais empêcher tous tes utilisateurs de d'utiliser ton application dès lors qu'ils n'ont pas vérifié leur adresse email. Tu pourrais faire cette vérification. Il faut savoir qu'à la création d'un compte via Firebase, on envoie déjà un email de vérification, etc. à l'utilisateur. Il a la possibilité de le faire. Toi, tu as la possibilité d'utiliser une fonction qui te permet de lui renvoyer un message s'il ne l'a pas déjà reçu. Et toi, tu écoutes cette valeur-là. Et si la personne l'a validée, il va falloir que toi, tu puisses recharger ces informations. Et pour ça, tu peux mettre en place justement une fonction qui va te permettre de pouvoir vérifier ce genre de choses. Pareil avec le numéro de téléphone, etc. Donc les informations primaires de l'utilisateur, c'est des choses qui vont pouvoir être utilisées uniquement à l'utilisateur personnellement qui est connecté. Ça veut dire que si tu veux lui transmettre son nom d'utilisateur, son email, savoir s'il a vérifié son email, son numéro de téléphone, son URL de photo ou son ID, c'est des choses que tu peux lui transmettre via ces informations primaires. Du coup, tu n'es pas obligé de dépendre d'une base de données et d'un document. Du coup, tu as une méthode de fonction qui est différente. Par contre, nous ici, on double les données pour les avoir également dans son document parce qu'on peut avoir besoin par exemple de lister dans un back-office, par exemple même en front sur un aspect de l'application dans un certain contexte, on pourrait être amené à lister par exemple tous les utilisateurs et afficher leurs avatars. Et fatalement, on n'aurait pas cette donnée de photo URL puisqu'elle provient uniquement du token d'utilisateur qui là actuellement est connecté. Donc on a besoin de rentrer dans les documents de notre base de données, de lister ces données-là et de récupérer notre photo URL. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on a deux environnements, mais là je t'ai montré qu'on pouvait les utiliser tous les deux en symbiose et faire fonctionner le système. Voilà, j'espère que ça te va. On a terminé avec toute la partie onboarding. Désormais, on retourne et ça fait vraiment plaisir sur l'application. Donc ici, on avait une landing page, pour rappel, qu'on a bien structurée. Ici, on va plutôt rentrer dans la partie du compte et on va s'occuper un petit peu de choses qu'on connaît maintenant et qu'on maîtrise plutôt pas mal, c'est-à-dire vraiment la fonction des données de l'utilisateur, sachant qu'ici, on a déjà des composants qui sont existants. On va pouvoir les manipuler un petit peu pour qu'ils aient un aspect légèrement différent de notre utilisation, mais c'est grosso modo ce qu'on a prévu d'avoir. Et puis ici, on a déjà des informations et des champs de formulaire qui sont existants. On a simplement d'autres informations à transmettre, un nouveau formulaire à transmettre avec la possibilité d'éditer les données de l'utilisateur, etc. Et on va très vite commencer maintenant à créer des projets, à créer d'autres espaces dans la base de données pour ensuite revenir un petit peu sur le front et puis matérialiser tout ça en faisant des listes et en faisant des projets et en créant de l'interaction entre les utilisateurs. Donc je te propose de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, laisse un petit like et un commentaire pour me dire ce que tu penses de cette formation, et puis je te dis à bientôt dans le prochain épisode. Avant de partir, pense à t'abonner et laisse-moi un like pour me soutenir. Si tu rencontres des difficultés, rejoins le Slack et pose-nous tes questions. Le lien est en commentaire, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je te dis à bientôt au prochain épisode. Ciao!